à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et les projections de ce qui nous attend la semaine prochaine. On va commencer par une analyse de la semaine écoulée avec notamment des chiffres américains pour commencer. Un très bon chiffre ISM Service, un indicateur d'activité dans les services aux États-Unis qui est ressorti à 53,4 en début de semaine, nettement dessus du mois précédent qui était à 50,5. On rappelle que 50, c'est la zone qui marque l'expansion, la différence, la zone de séparation entre l'expansion et la contraction de l'activité. Donc on était sur une zone un peu sensible en décembre et apparemment en janvier, l'activité a fortement rebondi dans les services aux États-Unis à 53,4, ce que montre cet indicateur. Et puis surtout, ce qui importe dans la phase actuelle, c'est que les composantes les plus importantes de cet indice d'activité dans les services, notamment la composante emploi et surtout la composante de prix, parce qu'elle indique potentiellement des pressions inflationnistes toujours en place dans le secteur des services, et bien ces composantes de prix ont très nettement rebondi, la composante de prix et la composante emploi notamment. Donc, si l'indicateur est précis, ça signifie que l'activité dans les services a un peu accéléré en janvier, alors même qu'on sait que la lutte de la Fed contre l'inflation porte toujours principalement sur l'inflation dans les services. Il n'y a quasiment plus d'inflation ailleurs, en tout cas dans ce qui posait problème initialement, l'inflation dans les biens ou via l'énergie ou autre. Aujourd'hui, l'inflation qui réside aux États-Unis mais qui reste encore assez forte, c'est l'inflation notamment dans les services, l'inflation cœur qui persiste toujours. Donc ce bon chiffre fait écho également au bon rapport sur l'emploi, même un très bon rapport sur l'emploi qu'on a vu quelques jours auparavant. Et donc ça donne quoi comme schéma? Eh bien, ça donne des taux américains qui ont poursuivi leur rebond. Quand on regarde le taux de 10 ans américain aujourd'hui, donc là il est 16h30 au moment où j'enregistre ce podcast, vendredi, on a un 10 ans américain qui flirte avec les 4,2%. C'est le niveau le plus élevé qu'on ait eu depuis 3 semaines à peu près. Et si on passe un peu au-delà de 4,2%, on retrouvera des niveaux qu'on n'avait pas vus il y a à peu près 2 mois. Donc on a un sacré redressement des taux à l'espace de quelques jours. Il y a en gros moins d'une dizaine de jours, même toute une semaine presque, on était à 3,8% sur le 10 ans américain. Il y avait coup sur coup un très bon rapport sur l'emploi et un très bon indicateur d'activité dans les services, et plus des publications autres, également publications macro et micro également avec la saison des résultats. Eh bien on a un taux à 10 ans américain qui a repris 30, presque 40 points de base en l'espace de quelques jours. Et donc c'est quelque chose qui interpelle parce qu'on se dit que, et on voit aussi le dollar se renforcer dans le même laps de temps, et pour autant, bien, on ne voit pas de faiblesse du côté des marchés actions. Pourquoi les taux se redressent comme ça? Ils se redressent parce qu'ils pensent que l'économie américaine est plus résiliente finalement que ce qu'on pouvait penser, voire même craindre à un moment donné, et que donc cela repousse les hypothèses évidemment de récession dont on parle quasiment plus du tout, et au contraire, cela alimente la réflexion de est-ce que finalement l'économie américaine arrive à composer avec des taux très élevés. On rappelle que les taux de la Fed, la fourchette de taux de la Réserve fédérale américaine, c'est 5,25, 5,50. Et malgré ça, eh bien, on voit donc ce qui est censé être des taux restrictifs, c'est comme tel que les décrit la Fed. Eh bien, malgré ça, on voit une économie américaine qui continue de performer plus que correctement, 3%, plus de 3% de croissance au dernier trimestre, et puis encore des indicateurs avancés comme l'ISM Service qui semble montrer que l'économie est résiliente. Eh bien, ça repousse le sentiment par rapport aux baisses de taux, mais ça, on voit que ça n'effraie pas trop le marché. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que le marché, lui, dans les anticipations de marché, il y a toujours 5 à 6 baisses de taux qui sont anticipées cette année, alors même que c'est statistique et que la Fed elle-même, fin d'année dernière, parlait de 3 baisses de taux pour 2024. Donc on voit que le marché action finalement regarde vraiment le verre à moitié plein, à savoir résilience de l'économie dans un environnement de taux élevés, et puis salue aussi les publications de la tech américaine il y a quelques jours, ce qui lifte les indices de plus en plus haut, mais semble vouloir aussi ignorer ce marché, le verre à moitié vide, qu'il ne faut quand même pas non plus complètement ignorer, à savoir le niveau des taux. Il est tout à fait possible qu'à l'heure actuelle, la politique restrictive américaine n'est donc politique monétaire, n'ait pas encore produit ses pleins effets, que finalement le marché sous-estime peut-être aussi le risque qu'il y a à un moment donné pour l'économie américaine à maintenir des taux aussi élevés du côté de la Fed. Et plus les chiffres montrent qu'ils sont résilients, ça ne veut pas dire que l'économie va forcément réaccélérer, que tout va aller très très vite à nouveau et que l'inflation va repartir, mais ça peut vouloir dire qu'il va falloir maintenir les taux en place, le fameux higher for longer pendant quelques temps encore, avant de baisser les taux, alors que le marché, lui, via les anticipations, notamment ce qu'on appelle les future Fed Funds, les anticipations de marché, c'est 5 à 6 baisses de taux.
Donc on voit bien quelque chose qui n'est pas très compatible au moment où on se parle. Soit effectivement on aura bien 5 à 6 baisses de taux, mais il faut à ce moment-là que la dynamique économique ralentisse, que les salaires progressent moins vite et que l'inflation poursuive son reflux de manière forte. Mais à ce stade, le marché, lui, voit les bons chiffres et considère que malgré ça, il y aura quand même 6 baisses de taux. Vous voyez, donc là, il y a un paradoxe quand même qui est pas simple et qui, du coup, peut laisser penser qu'on a peut-être un peu d'euphorie sur les marchés américains en ce moment. On rappelle que les multiples de valorisation sont au-delà de 20 désormais. On paye 20 fois les bénéfices. On rappelle que plus de 20 fois les bénéfices, quand on y a été dans ces zones-là ou quand on s'en est rapproché dans ces zones-là sur les dernières années, ça a marqué des zones d'excès, et notamment sur la période post-Covid, où à partir du moment où on a dépassé les 20 fois les bénéfices, on était monté jusqu'à 23 fois les bénéfices anticipés pour le SP500 dans la phase vraiment de bulle post-Covid. Ça a derrière très fortement corrigé pour retomber à des 16-17 fois les bénéfices. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut attendre, on ne va pas attendre de corrections aussi importantes, mais disons que 20 fois les bénéfices, c'est quand même un pricing désormais assez généreux bien des anticipations de bénéfices. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que le marché sous-estime peut-être un peu l'effet des taux parce qu'il voit le dernier chiffre qui reste bon, mais Powell lui-même le disait, hein, que les effets restrictifs vont se mesurer aussi dans le temps, hein, que ça n'agit pas instantanément et que donc les effets vont apparaître aussi à un peu plus à moyen terme. Donc le sentiment qu'on peut avoir, c'est peut-être qu'il y a un peu de cherté quand même sur ces marchés actions à 20 fois les bénéfices, surtout dans un environnement où les taux ont repris 40 points de base en l'espace les taux américains, un peu de 40 points de base, taux court, taux long aussi, hein, donc en peu de temps. Et donc voilà le sentiment qu'on a, que j'ai en tout cas sur ces marchés actions et ces niveaux de valorisation. Ensuite, il y a d'autres actualités, celles toujours aux États-Unis, on va rester, parce que c'est là-bas qu'on a quand même un œil rivé par rapport au gros thème des taux de banque centrale ou autres, même si c'est le cas aussi en Europe, mais l'actualité était plutôt chargée, on va dire, côté US cette semaine, et la Chine également, on va en parler un petit peu de la Chine. On a également eu des propos de Janet Yellen qui s'exprimait devant une des commissions du Congrès, et Janet Yellen, donc actuelle secrétaire au Trésor et ancienne présidente de la Fed, explique qu'il faut s'attendre à des pertes liées à l'immobilier commercial et qu'il y aura des pertes, que les banques, et notamment les banques régionales, potentiellement devront encore accuser de ce côté-là. Et ça, c'est un élément qu'il faut surveiller parce qu'on a vu que depuis le mois de décembre, depuis en gros la mi-décembre, en bourse, le secteur des banques régionales a abandonné 16%. Alors, pourquoi on parle des banques régionales? Déjà parce qu'effectivement Janet Yellen elle-même parle de l'immobilier commercial, et aussi parce qu'on se souvient que le stress de mars 2023 était arrivé par les banques régionales. Alors à l'époque, c'était surtout la partie tech qui posait problème, il y avait une énorme correction sur les valeurs technologiques qui avait un petit peu rebondi, mais on avait eu quand même une banque, la banque SVB, qui était en défaut tout simplement, et donc il y avait une phase de stress assez intense pendant quelques semaines. Il y a eu aussi un phénomène un peu en Europe, après avec l'épisode Crédit Suisse notamment. Mais voilà, disons on a un petit peu mis de côté finalement ces banques régionales. Et puis dans l'espace de quelques semaines, eh bien, on voit un peu de volatilité sur ces titres-là. Et je dirais que on les voit parce qu'on s'y intéresse. Mais si on regarde que les gros indices, on ne voit absolument rien. Vous voyez, c'est ça le sentiment qu'on a actuellement. C'est que les gros indices, notamment le Nasdaq, le S&P, étant très, très largement tirés toujours par des valeurs technologiques, pas seulement, mais en grande partie notamment après des résultats très bons pour certaines d'entre elles il y a quelques jours, eh bien, on a l'impression qu'on sous-estime finalement peut-être un petit peu certains risques avec la volatilité globale qui est à peine à 12 ou 13 sur les marchés actions américains, ce qui est très très peu, alors qu'on voit quand même des poches comme ça de stress qui sont toujours présentes sur les banques régionales et qu'on entend une responsable du Trésor américain nous en parler. Et on en parle aussi parce que les taux se redressent. On sait que les taux qui se redressent, c'est un environnement qui n'est pas favorable à l'immobilier et à l'immobilier commercial, et donc par effet collatéral, par effet ricochet, eh bien, aussi aux banques qui ont des obligations de ce côté-là par rapport aux acteurs du secteur immobilier commercial. Et donc voilà, on surveille un petit peu comme en ce moment les banques régionales avec un œil un petit peu méfiant quand même. Du côté de la Chine, les principales statistiques de la semaine, ou les principales infos de la semaine. D'abord, ça a été la réunion entre Xi et les régulateurs du marché boursier chinois. On sait que les marchés boursiers chinois, c'est un bain de sang depuis quasiment 3 ans maintenant, une hémorragie presque sans fin, ça ne fait que baisser, quelques petits rebonds entre-temps, mais globalement, c'est resté très baissé ces derniers temps. On avait parlé de différentes mesures prises par la Chine en soutien, alors, c'est un peu économique, au niveau des banques, on abaisse les ratios, etc. Là, on
voit désormais depuis quelques jours des annonces de plus en plus nombreuses concernant les marchés actions et la réunion entre XI et les régulateurs s'est soldée par un limogeage. Le responsable de la régulation des marchés actions en Chine a été limogé et a été remplacé. Donc, est-ce que c'est un bon signe, un mauvais signe? En tout cas, il y a du changement, mais on voit que la Chine, là, depuis maintenant 2 semaines, prête beaucoup plus attention à ce qui se passe sur ces marchés actions, signe peut-être qu'elle craint des événements qui deviendraient un peu incontrôlables, et surtout, il y a une divergence massive entre ce que font les marchés actions chinois, qui sont hyper baissiers depuis 3 ans, et face au record, jour après jour, des marchés actions américains, puis à la bonne tenue des marchés européens, et même indiens, l'Inde qui a vraiment tiré son épingle du jeu de cette situation morose en Chine depuis 3 ans. Donc ça, c'est le premier élément pour la Chine. Puis le deuxième élément, c'est les chiffres sur la déflation en Chine qui se poursuit. Donc la Chine est vraiment confrontée à des problèmes tout autres que ce qu'on a aux États-Unis, en Europe. Là-bas, il n'y a pas de problème d'inflation du tout. C'est même un problème de déflation désormais. C'est la plus grosse période de déflation que l'on connaisse en Chine depuis la fin des années 90, depuis 1999. Et si on isole seulement la partie prix à la consommation, donc l'inflation sur la partie consommation, eh bien, on a connu là, en janvier le plus fort repli depuis 2009. Donc on voit bien que ça, c'est lié au ralentissement économique, c'est lié à tout ce qui est deleveraging de l'économie chinoise. L'économie chinoise s'est attaquée à la dette, notamment celle du secteur immobilier. Eh bien, ça crée des tensions sur l'obligataire et ça ralentit l'activité économique, au point qu'il y a désormais de la déflation en Chine. Donc vous voyez vraiment des paysages macro totalement différents en Chine de ce qu'on a en Occident notamment. Voilà pour la partie Asie. Alors aussi, il y a eu quelques actus cette semaine de déclarations, en tout cas de membres de la Fed et de la BCE. Du côté de la Fed, un vrai tir groupé de plusieurs membres, soit Barkin, Collins ou d'autres, qui appellent à la patience. Patience par rapport aux baisses de taux, donc ça rejoint ce qu'on disait il y a quelques instants par rapport au redressement des taux qu'on voit sur l'obligataire, par rapport aux bonnes statistiques américaines. Il y a un membre de la Fed quand même qui a dit qu'il regardait ces statistiques avec pas forcément une attention trop forte, considérant que les statistiques qu'il y avait en fin d'année aux États-Unis pouvaient être des statistiques un peu faussées, avec un peu de bruit, et que donc ce n'était pas forcément indicatif d'une vraie tendance. Que ce soit pour le rapport sur l'emploi ou pour les indicateurs type ISM, ils considèrent que la période un peu de fin d'année est propice, la saisonnalité ou autre est propice à parfois des chiffres qui d'un mois peuvent paraître très importants, puis seulement sont corrigés le mois d'après. Donc ça, on a quand même noté cette petite phrase-là, mais globalement, le message dans l'ensemble qu'on a reçu cette semaine des membres de la Fed, c'est plutôt patience pour la baisse de taux, il n'y a pas d'urgence à le faire, et on comprend bien en tout cas que, effectivement, et c'est ce que comprend aussi le marché obligataire, dont les taux sont beaucoup redressés, mais le marché action, lui, ce qu'on disait, semble hermétique à tout élément de cette nature-là, ce qui est un peu paradoxal quand même, parce qu'on se souvient que l'année dernière, dans ces phases où les taux se redressaient, quand les stats étaient résilientes, c'était assez logiquement un frein pour les marchés actions. Là, on voit que le marché actions, les investisseurs en tout cas, ou les spéculateurs, appelons-les comme on veut, décident de ne pas y prêter attention. Et encore une fois, je dis que c'est assez paradoxal parce qu'on voit en revanche que sur le marché d'échange, le dollar, lui, prête attention à ça. Vous regardez le niveau du dollar par rapport à l'euro, ça fait plusieurs semaines que le dollar se renforce. Donc, c'est vraiment le marché action qui fait cavalier seul à la hausse, là où le marché obligataire lui a corrigé, donc si les taux se redressent, c'est que les obligations corrigent, et puis le dollar lui s'est renforcé, donc il y a une vraie logique obligation et devise, et en revanche le marché action lui mène sa vie et considère que c'est pas forcément trop grave à ce stade si les taux poussent encore, parce que semble-t-il l'économie arrive à composer avec ces taux élevés. Du côté de l'Europe, on a eu également des messages appelant à la patience, notamment celle de Isabelle Schnabel, très écoutée de la part, très surveillée par les marchés. Isabelle Schnabel, c'est plusieurs fois qu'on en parle dans nos podcasts. Donc elle aussi, elle a appelé à la patience, indiquant que l'inflation dans les services était toujours présente, que le marché de l'emploi était robuste, que les salaires progressaient toujours, plus les questions un peu de perturbation sur la chaîne logistique liée à la mer Rouge ou autre, qui peut être un peu inflationniste. Donc voilà, elle appelle à la patience, en expliquant qu'il n'y a pas de quoi se précipiter pour les taux. Un autre membre, alors lui qui est carrément faucon, c'est Robert Holtzman, lui carrément, la fin de semaine, il dit que l'hypothèse, que les probabilités pour une absence de baisse de taux cette année ne sont pas négligeables. En gros, lui, il est carrément en train de nous dire que peut-être qu'il n'y aura pas de baisse du taux du tout de la part de la BCE. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y croit, mais ça montre aussi un peu les divergences de point de vue qu'on peut avoir au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE. Holtzman est quand même réputé pour être vraiment le faucon parmi les faucons, donc voilà, ses propos n'étonnent pas grand monde, mais bon, il est quand même plus que faucon. Quand on dit qu'il n'y aura pas de baisse du tout possiblement cette année, c'est quand même quelque chose d'assez inattendu comme déclaration, même pour un faucon. Et un autre membre, lui, qui a dit des éléments assez intéressants à noter, c'est Wunsch de la BCE toujours. Lui, il dit qu'on n'aura jamais un confort total, en gros, sur la certitude que l'inflation revient bien à 2%, que les salaires ralentiront suffisamment pour ne pas alimenter l'inflation plus que ça. Et il dit, bien, à un moment donné, il y aura un pari à faire. Et il emploie
emploie bien le mot pari. C'est ça qui est assez nouveau de la part des éléments de langage de membres de la BCE. C'est expliquer qu'à mon avis, il y aura un pari à faire, même si on n'est pas dans une zone de confort total. Donc voilà, ça, on sent quand même que c'est plutôt propice, par contre, à une prise de décision de la BCE sur une baisse de taux, même si on n'a pas la certitude absolue que l'inflation est bien en train de revenir durablement dans la zone des 2%. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de l'actu de cette semaine. Rapidement pour la semaine prochaine, une semaine assez light, en tout cas en début de semaine, et ça va se densifier tout au long de la semaine. Ce sera une semaine de congé, donc un férié pour les marchés, enfin pour la Chine en fait, hein, donc une semaine, plusieurs jours de vacances en Chine. Donc lundi, une journée très, très légère, donc simplement quelques déclarations du gouverneur de la Banque d'Angleterre, pour ceux qui traitent sur la livre et les marchés britanniques. Mardi, ce sera autour du sentiment économique en Allemagne. L'indice ZU, on le connaîtra donc mardi matin. On aura également les chiffres d'inflation. Et là, ça va être important, très très important pour les marchés. On parle à l'instant des niveaux de taux, des niveaux d'euphorie presque sur les marchés actions américains. On aura les chiffres d'inflation aux États-Unis. Alors, ce n'est pas l'inflation la plus surveillée par la Fed. La Fed surveille surtout l'inflation PCE. C'est l'autre inflation, qui est quand même intéressante. L'inflation CPI, donc indice des prix à la consommation. Donc on aura les chiffres mardi après-midi, à la fois l'inflation globale et l'inflation sous-jacente, donc l'inflation cœur, qui sera communiquée mardi. Donc gros rendez-vous mardi après-midi pour les marchés, à la fois obligataires et les marchés actions. Mercredi, ce retour de l'inflation au Royaume-Uni est communiqué, donc Royaume-Uni, inflation mercredi matin. On aura également des chiffres de croissance pour la zone euro mercredi matin. Et puis dans l'après-midi, un discours de membres de la Fed qui s'appelle Barr, qu'on surveillera également jeudi. Dans la nuit donc de mercredi à jeudi, ce seront les chiffres de croissance au Japon qui seront communiqués. On aura également des chiffres de production industrielle au Royaume-Uni, mais c'est midi, là encore une fois, pour les marchés mondiaux que les yeux seront rivés, avec les ventes au détail aux États-Unis. On sait que tout ce qui touche la consommation, c'est capital pour déjà la croissance américaine, et ensuite aussi par rapport aux questions d'appétit des consommateurs. On vient là de parler de stats très résilientes, semble-t-il, côté États-Unis. Si on a en plus des chiffres de vente au détail qui restent forts, ce n'est pas un contexte qui est propice à un retour rapide de l'inflation vers les 2%. Donc voilà, on attendra quand même les ventes au détail avec pas mal d'impatience, même si cette semaine, on a quand même vu des chiffres qui peuvent laisser penser que dans les mois à venir, on a peut-être un petit affaiblissement des ventes au détail, notamment les questions sur les défauts, en tout cas les non-remboursements, les impayés sur les cartes de crédit aux États-Unis qui ont bondi au quatrième trimestre, un peu de 59% par rapport à la même période de l'année précédente. Alors en chiffre absolu, ce n'est pas un chiffre dramatique, le pourcentage n'est pas dramatique, ce n'est pas 59% d'impayés, c'est un rebond du nombre d'impayés au quatrième trimestre de l'année dernière par rapport au même trimestre de l'année précédente. Donc c'est un rebond assez significatif. On est de l'ordre d'à peu près de 8% sur le montant global des impayés sur le stock de crédit, de cartes de crédit aux États-Unis, mais simplement ça fait quand même 2 trimestres consécutifs qu'on a un rebond comme des impayés, donc ça correspond bien à cette phase aussi de remontée de taux assez forte. Le côté restrictif de la politique monétaire, on le voit aussi s'appliquer par cette hausse donc, des impayés, qu'on voit aussi apparaître dans les crédits auto aux États-Unis. En revanche, ça reste sans inquiétude sur la partie mortgage, tout ce qui est partie crédit hypothécaire aux États-Unis ou crédit étudiant, où là, on sait que les prêts étudiants, une partie avait été effacée par l'administration américaine. Voilà, c'est surtout sur la partie crédit conso. Donc c'est pour ça qu'on surveillera les ventes détail avec attention. Est-ce qu'elles montreront un peu de faiblesse par rapport à ces chiffres d'augmentation d'impayés, ou au contraire, est-ce qu'elles seront toujours très dynamiques, et donc renforçant l'idée qu'effectivement la Fed n'a pas besoin de baisser ses taux très, très rapidement. On aura aussi jeudi après-midi donc 2 chiffres d'activité manufacturière, l'indice Empire et l'indice Philly Fed, et on aura également les chiffres de production industrielle au Royaume-Uni. Et vendredi, on terminera la semaine avec les ventes détail au Royaume-Uni. On aura également les prix à la production, ça c'est important, toujours dans ces questions d'indice de prix par rapport à la Fed, les prix à la production aux États-Unis, des stats immobilières également, mise en chantier et permis de construire toujours côté US, et puis l'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. Voilà pour ce podcast. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.